Bonjour à tous, je vais vous faire un exposé sur la preuve assistée par ordinateur. Alors la preuve assistée par ordinateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de faire des preuves mathématiques, comme vous avez déjà dû en faire, à l'aide d'un ordinateur, c'est-à-dire que l'ordinateur peut intervenir de deux façons. Il peut aider à la création de la preuve et il peut aider à la vérification de la preuve. C'est une idée qui n'est pas nouvelle. Un des premiers exemples d'utilisation de preuves assistées par ordinateur est le théorème des quatre couleurs. Donc c'est un théorème dont l'énoncé est très simple, qui dit que toute carte dans le plan est coloriable avec seulement 4 couleurs, de façon à ce qu'il n'y ait pas deux pays côte à côte qui aient la même couleur. Donc sous cet énoncé assez simple qui a été supposé en 1852 se cache en fait un problème compliqué, puisqu'il a fallu attendre près de 30 ans avant qu'une première preuve soit proposée, puis l'année suivante une deuxième preuve par un autre mathématicien. Tout cela pour que l'on se rende compte, avec plus de 10 ans de retard, que ces preuves étaient fausses. Ce qui nous permet de soulever un point assez problématique avec les mathématiques actuelles, qui est que la confiance que l'on a en nos théorèmes mathématiques dépend de la confiance que l'on a en nos preuves. Et cet exemple montre que des preuves sur des problèmes qui pourtant recevaient pas mal d'attention de la part de la communauté mathématique, eh bien, les preuves peuvent rester dissimulées pendant, dans ce cas-là, jusqu'à une décennie. Et ainsi remettre en doute si les théorèmes que l'on a sont effectivement vrais ou pas. Et dans ce cas-là, je vous rassure, le théorème est vrai, une preuve valide a été trouvée, mais il a fallu attendre près de 100 ans après les premières preuves pour trouver une preuve valide. Et cette preuve avait ceci de particulier, ce qui explique aussi pourquoi elle a mis autant de temps à arriver, que à la main, à la façon classique, les mathématiciens qui l'ont montré ont réduit les problèmes à traiter à un nombre fini de cas, plus précisément à 1478 cartes précises, où ils ont montré que si le théorème était vrai pour ces cartes-là, alors c'était vrai pour toutes les cartes. Et ils ont ils ont utilisé un programme informatique pour tester si le théorème était vrai sur ces 1478 cas. Et le programme a effectivement annoncé que ça marchait et que donc le théorème était vrai. Cependant, cette méthodologie a soulevé pas mal de débats dans la communauté mathématique, puisqu'il a fallu prouver le programme utilisé. C'est-à-dire, est-ce qu'un programme que l'on exécute et qui nous donne une sortie a valeur de preuve mathématique? On s'en rend bien assez compte aujourd'hui, la plupart des programmes sont buggés, si ce n'est tous. Et donc, avoir confiance en un programme pour lui donner la même valeur qu'une preuve mathématique est quelque chose qui a posé beaucoup de problèmes à la communauté mathématique à ses débuts, surtout que la notion de qu'est-ce qu'un programme juste était quelque chose qui était encore balbutiant à l'époque. Et du coup, certes, ils ont évité à devoir faire la preuve pour ces 1478 cas, mais du coup, ils ont dû prouver ce programme. Et prouver un programme, c'est quelque chose de compliqué et de long. Par exemple, CakeML, qui est un exemple de programme, en l'occurrence un compilateur qui est vérifié, représente plus de 120 000 lignes de preuve, c'est-à-dire que c'est une preuve absolument énorme. Et vous vous en doutez, personne n'a envie d'être celui qui va devoir s'occuper à relire cette preuve pour repérer les coquilles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un des usages principaux des assistants de preuve est la vérification de preuves par ordinateur, où l'on fait des programmes que l'on prouve à la main, en lesquels on a confiance en la correction, qui vont vérifier des énoncés mathématiques et nous dire si ces énoncés sont vrais ou pas. Ce qui est pratique, puisque ça permet de déceler plus rapidement des erreurs et avoir plus de confiance en les preuves mathématiques. Ce qui motive le fait de développer ces programmes aujourd'hui sont le fait que les preuves mathématiques sont de plus en plus longues et complexes. La preuve du théorème des 4 couleurs a déjà plus de 40 ans. Je vous laisse imaginer l'état des preuves compliquées aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrangé avec le temps. De plus en plus, on a intérêt à vouloir prouver des logiciels. Alors ce n'est pas toujours rentable, ils ne vont pas s'amuser à prouver votre éditeur de texte, mais il y a des cas où l'absence de bug est quelque chose de vraiment important. Par exemple, le programme qui gère les contrôles de votre avion,
eh bien, s'il y a un bug, l'avion tombe, ce qui n'est pas quelque chose de souhaitable. Et du coup, il y a de l'intérêt et des gros moyens mis dans le fait de chercher à prouver les logiciels dans ce genre de cas. Et ce qui est plus un bonus dans le cas de la preuve mathématique, mais quelque chose d'essentiel dans le cas de la preuve informatique, de la preuve de logiciel, c'est qu'il y a la possibilité d'automatiser certaines étapes des preuves, parce que la preuve de logiciel repose sur pas mal de techniques à appliquer de manière systématique et qui sont totalement automatisables. Notamment le fait de prendre un programme et de le transformer en un langage mathématique qui décrit qu'est-ce que ce programme veut dire. C'est quelque chose qu'un ordinateur peut très bien faire et qui serait excessivement fastidieux pour un humain, surtout sur des programmes longs. Du coup, ce que l'on va faire pour... ce que je vais vous présenter plus précisément, c'est pas l'intégralité d'un assistant de preuve. Il y a énormément de morceaux dans des assistants de preuve, dans les assistants de preuve modernes, ce serait trop long. On va juste se concentrer sur la partie essentielle qui est celle de la vérification automatique de preuves. Pour ce faire, comme toujours, quand on veut résoudre un problème, il faut commencer par le définir et bien le cerner, à savoir qu'il va falloir que l'on essaie de donner une définition de qu'est-ce que c'est qu'un théorème, qu'est-ce que c'est qu'une preuve, qu'est-ce que c'est qu'un énoncé mathématique. Et parce que dire tout ça de manière abstraite serait incompréhensible, on va se concentrer sur un petit théorème qui va nous servir de théorème d'exemple, qu'on va d'abord énoncer et prouver tel qu'on le ferait nous naturellement en tant qu'humains, puis ensuite va nous guider au cours de l'introduction de systèmes plus formels. Donc cet énoncé va parler des entiers naturels. Du coup, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme d'entier naturel, mais un entier naturel est un entier positif, qui est noté par la lettre n avec une double barre. Et donc l'énoncé, qui est très simple, dit que si on a deux entiers n et m, avec m qui est plus petit que n, alors il existe k, un autre entier positif tel que n est égal à m plus k. C'est l'existence de la soustraction pour deux entiers naturels qui sont placés dans le bon ordre. D'ailleurs, si on essaie de le prouver naïvement, on peut prendre n et m, deux entiers naturels avec m plus petit que n. On a que n-m est un entier, et comme m est plus petit que n, n-m est positif. Donc c'est un entier positif, donc un entier naturel. Et de plus, par un calcul élémentaire, m plus n-m, c'est égal à n. Donc n-m convient et nous prouve bien l'existence d'un tel entier. Cependant, on sent qu'il y a quelque chose d'assez peu satisfaisant dans cette preuve, puisqu'on utilise la soustraction pour montrer un théorème qui, je l'ai dit, sert à montrer l'existence de la soustraction. Il y a quelque chose d'assez circulaire. Et en effet, la motivation de ce genre de théorème sert à construire la soustraction, c'est-à-dire que l'on fait ce théorème quand on essaie de définir les mathématiques. On fait ce théorème à une étape où généralement on a les entiers naturels uniquement positifs, on a l'addition et c'est tout, et on essaie de faire des preuves avec ça. Et c'est pour ça qu'ici on va essayer de trouver une preuve élémentaire. Alors une preuve élémentaire, c'est une preuve qui n'utilise que des concepts simples. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, une preuve élémentaire n'est pas une preuve simple. Souvent les preuves élémentaires sont plus compliquées que les preuves qui ne sont pas élémentaires. Puisque, comme on l'avait vu précédemment, si l'on utilise la soustraction, la preuve marche automatiquement, sans aucune difficulté, alors que là, on va essayer de faire notre preuve sans utiliser la soustraction, puisqu'elle sera créée plus tard, à l'aide notamment de ce genre de théorème. Donc ici, on va considérer que la soustraction est une notion avancée qui nous est interdite. Et la question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce que donc on va faire une preuve si on n'a que des entiers et l'addition, et quels sont les théorèmes auxquels on a droit. Et il y a une méthode de preuve qui s'appelle le principe d'induction, que vous connaissez peut-être sous le nom de récurrence, qui se base sur la remarque que si on considère l'entier 0 et qu'on ajoute successivement 1, on peut atteindre tous les entiers. L'image classique est celle d'un escalier où 0 est le rez-de-chaussée. En rajoutant plus 1, on monte d'une marche, etc. Et cet escalier continue à l'infini, mais juste en faisant successivement l'opération plus 1, on peut atteindre n'importe quel entier n. Et cette propriété
Et quelque chose qui vient de la façon dont on construit les naturels, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas m'attarder parce que ce serait un exposé à part entière de reconstruire les naturels. Et l'idée, c'est que comme on sait que les naturels ont cette propriété, on peut dire que si on a une proposition qui vérifie ce même schéma, c'est-à-dire que notre proposition est vraie en 0, et que si notre proposition est déjà sur une marche, alors elle est capable de passer à la marche suivante. Si on a P qui est vrai à un rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. On en déduit qu'elle est vraie pour tous les entiers. Mentalement, l'idée est que pour un n, P de n est vrai parce que en partant de P0, on peut en déduire P de 1 et donc on peut en déduire P de 2 et donc P de 3 et ainsi de suite jusqu'à P de n. Et comme n est un entier, cette suite est finie et donc c'est une preuve valide que la proposition est vraie au rang n. C'est l'intuition qu'il y a derrière ce schéma-là. Du coup, on peut se poser la question de est-ce que cette preuve-là est-ce que c'est une méthode de preuve qui est élémentaire? Après tout, je vous dis, on ne s'autorise pas la soustraction, qui est quelque chose qui paraît d'assez pourtant basique en mathématiques. Et à la place, je vous introduis un principe de preuve qui paraît plus compliqué et on se dit, on va plutôt utiliser lui. C'est, comme je l'ai dit, lié à la façon dont les naturels sont construits. Pour faire simple, s'il y a une proposition que les entiers vérifient, c'est celle-là. C'est souvent, on construit les entiers de façon à ce qu'ils vérifient cette propriété, où les entiers sont l'ensemble qui est construit, sont l'ensemble qui vérifie cette propriété par défaut. Du coup, c'est effectivement en soi la façon de faire des preuves la plus élémentaire sur les entiers que l'on puisse imaginer. Mais pour vous en convaincre, il faudrait refaire la construction des entiers, ce qui, comme je l'ai dit, n'est pas quelque chose que je compte faire dans cet exposé. Il faudrait beaucoup plus de temps. Donc, on va vouloir reprouver notre énoncé pour avec cette méthode-là. Du coup, notre proposition qu'on va dire que l'on va vouloir montrer vraie à tous les rangs, c'est celle où la proposition initiale qu'on voulait montrer, mais où on considère que le n est fixé, c'est-à-dire que si notre proposition au rang n dit que si tout entier naturel m plus petit que n, alors il existe un entier k tel que n égale m plus k. C'est la même proposition. Donc le cas n égale 0 est très simple, parce que si on prend un entier m qui est plus petit que 0, eh bien il est égal à 0, puisque les entiers avec lesquels on travaille sont toujours positifs. Et donc n égale m plus 0, puisque 0 égale 0 plus 0. Rien de transcendant ici, tout marche bien. Le cas un tout petit peu plus subtil, qui est le cas où on suppose que notre proposition est vraie au rang n, et on veut montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Du coup, on prend m, un entier plus petit que n plus 1. Ici, il y a deux cas à traiter. Soit m est égal à n plus 1, auquel cas c'est gagné, puisque n plus 1, c'est m plus 1 plus 0, et donc 0 convient. Soit m est plus petit que n, et alors, en appliquant la propriété de récurrence, on a un cas tel que n égale m plus k, en appliquant la proposition au rang n, et donc, en rajoutant un des deux comptés, on a que n plus 1, c'est égal à m plus k plus 1, et donc, si k est un entier positif, k plus 1 est un entier positif, et donc on a montré notre proposition au rang n plus 1. Et donc, en utilisant le principe d'induction, on en déduit que notre proposition est vraie pour tout n. Du coup, ça, c'est la preuve élémentaire que l'on va considérer au cours de cet exposé. Donc, pour formaliser tout ça, il y a plusieurs choses qu'il va falloir faire. Tout d'abord, il va falloir définir quelles sont les propositions ou les phrases du langage mathématique, c'est-à-dire quels sont les énoncés que l'on peut espérer prouver, que l'on a le droit de dire dans le contexte mathématique. Par exemple, si je considère la phrase « l'oiseau est jaune », ce n'est pas quelque chose qui sera considéré par le système de preuve que je vais introduire, ce n'est pas quelque chose qui peut être prouvé ou pas dans notre système. Par contre, pour tout entier n, n plus 1 est différent de n, par exemple, ça c'est un énoncé qu'on va prouver. On va essayer de faire ça de manière plus formelle, en donnant des règles qui nous permettent de construire notre langage des propositions. Et ensuite, il va falloir faire de même pour les preuves. Puisque le langage des preuves n'est pas le même langage que les propositions, il y a des opérations en plus, il faut un langage différent pour décrire nos preuves. Et enfin, il va falloir donner des règles pour dire est-ce que telle preuve est une preuve valide? Alors, est-ce que c'est un raisonnement vrai ou est-ce que c'est un raisonnement faux?
Et donc, c'est un critère que l'on va donner sur les preuves, pareil en donnant des règles que les preuves doivent vérifier. Et de cette façon-là, une fois que l'on aura tout ça, ben, on sera capable de définir est-ce qu'une proposition est vraie ou pas, en disant est-ce qu'il existe une preuve qui prouve cette proposition et qui est valide selon nos règles. Donc, c'est parti pour les règles de construction, à savoir les règles qui vont nous permettre de créer nos propositions. Donc, juste quelques petites généralités pour se faire les idées. Ces règles vont être exprimées de la façon suivante. Si on regarde une expression arithmétique, donc une expression arithmétique, ici, c'est juste soit un nombre, soit la somme de deux expressions. Eh bien, cette façon-là, d'une certaine façon, nous permet d'écrire toutes les expressions arithmétiques en disant qu'on dispose de deux règles. Une règle qui dit que s'il y a un nombre, i est une expression, c'est-à-dire qu'un nombre seul est une expression. Et si on a deux expressions, par exemple ici 5 et 6, on peut prendre la somme et on obtient une nouvelle expression. Et donc les expressions arithmétiques sont toutes les expressions que l'on peut obtenir en appliquant successivement dans un ordre quelconque ces règles. Par exemple, si ici je viens de construire 5 plus 6 et que de l'autre côté j'ai 7, mais je peux de nouveau, ça c'est aussi une expression puisque c'est un nombre, je peux de nouveau prendre l'addition et obtenir une nouvelle expression arithmétique. Donc ici, c'est un langage très simple avec seulement deux règles. Le langage que je vais vous présenter pour les expressions logiques va être plus compliqué, donc on va passer un peu plus de temps sur chaque règle. Et il va me... Donc, les règles que je vais introduire sont... La première, c'est l'implication. Donc pour l'instant, je ne dis pas encore comment créer les propositions de base, mais cette règle-là est une des plus simples dans le raisonnement habituel. C'est celle qui dit que si A, alors B. Si on a A et B qui sont deux propositions, eh bien, là, on a une règle pour dire une proposition qui dit que si A est vrai, alors B est vrai. Et si on écrit, donc ce symbole s'appelle implique, donc on dit souvent A implique B pour dire si A, alors B. Et j'introduis une règle qui dit que si j'écris que A implique B implique C, on parenthèse à droite au lieu de parenthéser à gauche. Si jamais vous avez un doute dans la suite de l'exposé, dans un cas où j'utilise cette règle de manière implicite, n'hésitez pas à me poser la question pour que je puisse y revenir. Donc la deuxième règle est celle qui nous permet d'annoncer l'égalité de deux expressions arithmétiques avec variables. Donc ça sonne un peu compliqué comme ça, mais si on regarde des exemples, c'est quelque chose de très intuitif. On peut énoncer la proposition que 3 est égal à 2 plus 1. On peut annoncer la proposition que 4 plus x est égal à 1 plus x plus 3. Comme vous voyez, on autorise à mettre des variables dans nos expressions arithmétiques qui n'utilisent que l'addition. Et on peut aussi annoncer des trucs qui ne sont pas toujours vrais, comme par exemple dire y égale 5 plus z. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça dépend de y et z. Mais comme je dis, je tiens à insister là-dessus, là je présente comment écrire des propositions. Je ne définis pas encore quelles propositions sont vraies, quelles propositions sont fausses. Maintenant, de la même façon, on peut comparer deux entiers naturels qui sont donnés par des expressions. Et on peut là déjà commencer à combiner un peu nos règles en disant que si x est plus petit que y, alors x plus 1 est plus petit que y plus 1. On commence à voir comment ça marche pour créer nos expressions logiques. Jusqu'à présent, c'était simple, c'était relativement intuitif. Et maintenant, on arrive sur des règles qui désignent des propositions un petit peu plus complexes. Donc ici, c'est la règle dite de la quantification universelle, ou dit de manière plus simple, le pour tout. Si on a une proposition A qui va dépendre d'une variable, mais la proposition pour tout n A nous dit que cette proposition A est vraie quelle que soit la valeur qu'on donne à n. C'est quelque chose d'assez simple. Si par exemple j'écris que n est strictement plus petit que n plus 1, eh bien ça, vous le voyez que peu importe la valeur de n, ce sera toujours vrai. Donc la proposition pour tout n, n est strictement plus petit que 1, est vraie. Donc c'est un peu plus compliqué que les règles précédentes parce que c'est des symboles que vous n'avez pas l'habitude de voir.
mais intuitivement, le sens est assez simple. Et du coup, quelques exemples, quelque chose qui dit que l'addition commute n plus m est égale à m plus n, quel que soit n et m. Si jamais vous en doutez, je vous invite à vérifier sur quelques exemples, mais ou on peut aussi faire des choses qui ont un peu moins d'intérêt, par exemple dire que pour tout n, si n égale 5, alors n plus 5 est égal à 10. Ici, on a quantifié sur tous les n, on dit que cette proposition est vraie pour tout n, mais on met dans une condition, dans le si, on impose une valeur spécifique au n. Du coup, cette proposition ne dit rien de plus que 5 plus 5 est égal à 10. Elle est finalement assez peu intéressante, mais on peut l'exprimer, et d'ailleurs, on pourrait la prouver une fois que j'aurai défini les preuves. Et donc, le revers de la quantification universelle, c'est la quantification existentielle. Au lieu de demander à ce que la proposition soit vraie pour toutes les valeurs de n, on demande à ce qu'elle soit vraie pour au moins une valeur de n. Par exemple, on peut trouver un cas tel que 5 plus k est égal à 10. C'est k égale 5. Mais ce n'est pas vrai pour tous les entiers k. Il y a des entiers k pour lesquels c'est faux. 5 plus 6 est différent de 10. Mais par contre, la proposition il existe k tel que 5 plus k est égal à 10 est vraie, puisqu'on peut trouver un cas qui vérifie ça. Donc ici, je mets un résumé de toutes les règles que l'on a vues pour construire les propositions. Donc dans l'ordre, il y a l'implication, le si alors, l'égalité de deux expressions arithmétiques, la comparaison de deux expressions arithmétiques, la quantification universelle et la quantification existentielle. Maintenant que l'on a ça, on va pouvoir commencer à prouver, à réécrire notre théorème d'exemple en utilisant ces règles pour montrer que c'est effectivement un théorème que l'on peut montrer dans notre théorie. Et cela se fait de manière assez naturelle. Notre théorème commence par pour tout entier n et m. Du coup, l'écriture va commencer par un pour tout n, pour tout m. On a un si quelque chose, alors quelque chose d'autre. Du coup, il y aura une implication. On a le premier, c'est m plus petit que n. Ça, c'est en soi déjà une proposition dans notre langage. Et on a un alors il existe cas, eh bien, on a la quantification existentielle qui sert à montrer ce genre de cas, tel qu'une égalité qui est déjà dans notre langage. Et donc, simplement en suivant la phrase telle qu'elle est écrite, on obtient immédiatement notre proposition écrite dans le langage des propositions que je viens d'introduire. Maintenant que l'on a fait ça, on va pouvoir commencer à s'intéresser aux preuves. Donc le langage des preuves, je vais uniquement le décrire ici, il y aura quelques exemples qui viendront ensuite pour se faire les idées, et qu'on va décrire les preuves en décrivant des raisonnements vrais, et une preuve sera une suite de raisonnements valides. Plus exactement, un raisonnement s'écrit de la façon suivante, on aura des propositions au-dessus de la barre qui représentent des hypothèses, et une proposition en dessous de la barre qui représente la conclusion. Et on va donner un nom à chaque raisonnement pour fixer les idées et savoir quel raisonnement nous a permis de déduire quoi. Et cette notation dit simplement que si les propositions H1 jusqu'à Hn sont vraies, alors la proposition, on peut en déduire la proposition en Q, la proposition Q est vraie, et on peut le déduire à l'aide de la règle non. Commençons tout de suite par définir des raisonnements valides. Le premier, c'est l'égalité. Donc l'égalité, ce qu'on peut dire, c'est que si on a deux expressions qui sont égales, c'est-à-dire qu'elles ont la même valeur, et si on peut montrer une proposition dans laquelle on a remplacé le nombre n par l'expression e, alors on a aussi montré la proposition A dans laquelle on a remplacé le nombre n par l'expression e'. C'est beaucoup de formalisme pour dire que si deux nombres sont égaux, dans n'importe quel énoncé mathématique, en remplaçant un nombre par l'autre, on ne change pas la vérité de la preuve. Et on a ensuite une autre règle, où là, comme je ne veux pas les définir les naturels, je passe sous le tapis tous les détails qui permettraient du moins qu'on fait d'habitude, où je dis on peut introduire l'égalité de e et e' si elles sont égales pour toutes les valeurs de leurs variables. Par exemple, si on a n plus 5 plus 3 qui est égal à n plus 2 plus 6, ça vous notez que ça revient à dire que n plus 8 est égal à n plus 8, ce qui est quelque chose qui est vrai pour tout n, et bien on peut l'introduire.
Ici, j'ai rajouté une autre hypothèse qui est que x plus n plus 2 plus 6 égale à n plus 5 plus 3. Vous noterez que quelqu'un qui a un peu l'habitude de faire de l'arithmétique pour en déduire tout de suite que x est égal à 0, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Eh bien, en considérant que la proposition ici, c'est la proposition x plus y qui est égale à n plus 5 plus 3, où on a remplacé y par n plus 2 plus 6, n plus 2 plus 6 qui est un des termes de l'égalité ici, on peut donc remplacer le y dans cette expression-là par le n plus 5 plus 3 pour obtenir l'expression que l'on a en dessous. Et il y a une petite curiosité à signaler. J'ai regroupé ces règles en termes de règles d'élimination et règles d'introduction. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, c'est parce que quand on a un énoncé mathématique, il y a globalement deux choses que l'on veut faire et qui sont les importantes de savoir, du moins deux façons de le manipuler. Soit on a cet énoncé comme hypothèse et on veut s'en servir pour montrer autre chose. Et c'est pour ça qu'on parle de règles d'élimination, c'est-à-dire qu'on a comme hypothèse notre énoncé sur l'égalité, et on va l'éliminer parce que ça va nous permettre de montrer quelque chose où l'égalité n'apparaît pas dedans. Et du coup, c'est toujours nommé quelque chose, ici, typiquement, c'est la règle d'élimination de l'égalité. Et les règles d'introduction, c'est l'inverse, c'est de quelles hypothèses j'ai besoin pour montrer ma proposition. Et donc, ici, on a une règle d'introduction de l'égalité qui nous permet de montrer des égalités, ici, sans hypothèse. Donc on va procéder de même pour l'implication. Donc la règle d'élimination de l'implication est quelque chose de très naturel si on fait l'effort de comprendre les notations. À savoir que là on dit si on a comme hypothèse que A implique B, et si on a comme hypothèse que A, alors on peut en déduire que B. Mais j'ai dit A implique B, ça veut dire si A alors B. Du coup, là, tout ce que ça nous dit, cette règle, c'est que si A alors B et si A, alors B. Finalement, rien de choquant, tout marche de manière évidente. Et ça me permet d'insister sur un point. C'est mieux que ces règles marchent de manière évidente, parce que ces raisonnements-là sont des raisonnements que l'on ne peut pas prouver, puisque ce sont ceux que l'on accepte comme vrais et avec lesquels on va prouver les autres raisonnements. Du coup, on attend de ces raisonnements-là qu'ils soient le plus évidents possible pour s'assurer qu'on n'introduit pas des règles au milieu de nos preuves qui nous permettraient de montrer des choses qui n'auraient aucun sens. Donc cette règle-là est une règle qui est très connue dans la littérature sous un autre nom, qui est celui du modus ponens. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Maintenant, il va falloir faire une règle d'introduction. C'est là que les choses se corsent un petit peu. Du coup, l'idée, c'est que si on veut montrer que si A alors B, typiquement, si on veut montrer que s'il pleut, alors le sol est mouillé, on va transformer l'univers de façon à ce qu'il soit en train de pleuvoir. On va se mettre dans un cas où A est vrai. On va regarder ce qu'on peut en déduire. Par exemple, ici, on va regarder que le sol est mouillé dans un univers où il est en train de pleuvoir. Et du coup, en revenant dans un univers, même un univers dans lequel il ne pleut pas, on peut en déduire que sous la condition qu'il pleuve, alors le sol est mouillé. Donc, si on fait ça de manière naïve, si on dit si on a un arbre qui a comme dans une des hypothèses un A et tout en bas de la déduction un B, on peut en déduire A implique B. Ça paraît bien, mais ce qui est un problème, c'est que du coup, tout ça, c'est toujours un arbre de preuve. C'est un nouvel arbre de preuve dont la conclusion c'est A implique B. Et A est toujours présent comme hypothèse de cet arbre-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à revenir dans l'univers où il ne pleut pas. On est toujours coincé dans l'univers où il pleut pour déduire que s'il pleut, alors le sol est mouillé. Et c'est pour ça que l'on introduit une nouvelle notation où on met l'hypothèse entre crochets. L'idée, là, c'est... tu dois avoir une slide, ça revient à dire que lorsqu'on montre que si A alors B, on enlève l'hypothèse A. Mais au lieu de l'effacer, on la laisse entre crochets pour montrer qu'elle a été utilisée pour permettre de vérifier plus facilement. Un schéma de preuve serait, vous prenez votre hypothèse A, vous faites votre preuve, vous en déduisez B, et là vous vous rendez compte que ce dont vous avez envie, c'est pas de cet arbre-là, mais c'est de la proposition A implique B. Du coup, vous dites, je peux en déduire que A implique B, mais dans le nouvel arbre de preuve, j'enlève A comme hypothèse. Donc, une nouvelle règle maintenant, qui est du coup les règles pour la comparaison. Alors, les règles d'élimination sont un petit peu compliquées, il y en a deux. Il y a la première qui dit que si on a une expression qui est plus petite que 0, alors elle est égale à 0.
Je vous rappelle qu'on ne travaille qu'avec des entiers naturels, donc positifs. Donc dire qu'ils sont plus petits que 0, ça revient à dire qu'ils sont 0. Et là, on a voulu traduire d'une certaine façon que si une expression est plus petite que n plus 1, alors soit elle est plus petite que n, soit elle est égale à n plus 1. Le problème est que dans notre langage d'épreuve, on ne peut avoir qu'une seule conclusion à une règle. Du coup, on n'a pas moyen d'exprimer de soit ça, soit ça. Et la façon standard de faire, qui fait que cette règle apparaît aussi peu compliquée, est de dire que si on a une proposition que l'on peut déduire du cas e plus petit qu'n, et on peut la déduire du cas e égale n plus 1, ben comme on peut la déduire dans chacun des cas et qu'il y a forcément un des deux cas qui est vrai, d'après cette proposition, alors on peut la déduire elle. C'est une façon de... C'est la façon standard de faire pour gérer le cas justement où on a plusieurs alternatives possibles. C'est que plutôt que de conclure qu'on a plusieurs alternatives, on conclut quelque chose que l'on peut déduire de chacune des alternatives. Et la règle d'introduction, de la même façon que pour l'égalité, je triche un peu. Je dis que si on a deux expressions ici sans variable, c'est-à-dire que c'est des expressions dont on peut calculer leurs valeurs et que leurs valeurs sont effectivement ordonnées, alors on peut introduire la règle. Ce qui nous permet de faire... maintenant, on a suffisamment de choses pour faire un exemple que je ne vais pas qualifier d'intéressant, mais qui permet de voir beaucoup de choses, puisqu'il montre que sous l'hypothèse de x plus petit que 1, on en déduit que x est plus petit que 2. Déjà, cela illustre le fait que quand on fait les preuves bien, elles deviennent très vite très moches et très grosses, et c'est pour ça que l'on a envie d'avoir des assistants de preuve qui font une grosse partie du travail à notre place. Donc, pour montrer que si x plus petit que 1, alors x est plus petit que 2, ici, qu'est-ce qu'on a comme règle d'élimination qui nous permettent d'utiliser cette hypothèse? Ben, on en a une où on a besoin de si x, ici 1, c'est 0 plus 1. Du coup, on a besoin de si x est plus petit que 0, alors x est plus petit que 2, et si x est égal à 1, alors x est plus petit que 2. Mais en fait, je suis en train de me dire qu'à la vidéo, on verra pas le pointeur. Du coup, je vais le montrer. Je pense que ça sera mieux parce que... Du coup, si on a x plus petit que 0 qui... du coup, on a besoin, du coup, pour, à partir de x plus petit que 1, déduire que x est plus petit que 2. On a besoin de deux choses. On a besoin de montrer que si x est plus petit que 0, alors x est plus petit que 2. Et que si x est égal à 1, alors x est plus petit que 2. Du coup, comment est-ce qu'on montre une implication? C'est le cas que je montrais ici. C'est on crée un arbre, on met un x plus petit que 0 comme hypothèse tout en haut. Et on essaie de déduire des choses avec. Ici, de x plus petit que 0, on peut directement déduire que x est égal à 0. Et ici, on peut déduire que 0 est plus petit que 2. 0 est plus petit que 2, qu'est-ce que c'est? C'est la proposition qui dit que y est plus petit que 2, où on a remplacé y par 0. 0, ici, c'est un des termes de notre égalité. Du coup, on peut en déduire que x est plus petit que 2. Et de la même maintenant, sous l'hypothèse x plus petit que 0, on a déduit que x est plus petit que 2. Du coup, on peut en déduire l'implication x plus petit que 0 implique x plus petit que 2. Ça marche de la même façon de l'autre côté. Si on a comme hypothèse que x est égal à 1, on peut montrer sans hypothèse que 1 est plus petit que 2. 1 plus petit que 2, c'est y plus petit que 2 pour y remplacé par 1. 1, c'est un des termes de notre égalité. Du coup, on peut remplacer le 1 par x dans cette proposition à l'ère de l'élimination de l'égalité. Et à la fin, sous l'hypothèse x égale à 1, on a x plus petit que 2. Et donc, on en déduit que x égale à 1 implique x plus petit que 2. Donc là, on a bien le schéma qu'on veut pour appliquer une des deux, du moins pour éliminer la règle x plus petit que 1. Et donc, on a déduit que x est plus petit que 2. Bien. Cet exemple est assez intéressant parce qu'il a permis de travailler avec un peu toutes les règles que l'on a introduites jusqu'à présent. Maintenant, il faut continuer à introduire des règles. Du coup, il y a la quantification universelle. Donc, la règle d'élimination est là aussi très intuitive. Je rappelle, ce symbole dit la proposition A, où on a remplacé n par l'expression E, qui nous dit que si on a montré que pour tout n, la proposition A est vraie, alors elle est notamment vraie pour un entier particulier qui est donné par une expression. Rien de transcendant à nouveau ici. Plus inhabituel, il y a comment est-ce qu'on montre que quelque chose est vrai pour tout entier? Eh bien, si on arrive à montrer la proposition A, mais qu'on a dans aucune des hypothèses de A l'entier n qui apparaît,
Ici, je précise qu'il ne doit pas apparaître libre. C'est une petite subtilité de syntaxe que je repréciserai si jamais ça nous dérange dans les arbres de preuve ultérieurs. Mais dans l'idée, c'est que si on a montré A sans avoir aucune hypothèse sur N, ça veut dire que A est vrai indépendamment de la valeur que N peut prendre et que donc A est vrai pour tout N. C'est la façon standard de montrer que quelque chose est vrai pour tout N. Ici, on a donc deux preuves. Et, la question, c'est il y en a une qui est invalide et une qui est valide. La question, laquelle est laquelle? Une façon assez simple de former une intuition là-dessus, c'est de regarder ce que ces deux preuves montrent et de se demander s'il y a une chance que ce soit possible ou pas. La deuxième preuve montre que pour tout n, si n est égal à 5, alors n est égal à 2 plus 3, ce qui ne choque pas. Cette proposition a priori vraie. L'autre dit que pour tout entier n, n est égal à 2 plus 3. Celle-là est déjà plus problématique parce qu'elle voudrait dire que tout entier positif est forcément égal à 5. Mais si on part d'hypothèse fausse, on pourrait partir d'hypothèse fausse. Oui, c'est une bonne remarque. Mais ici, on remarquera que c'est vrai. Du coup, ce n'est pas une... C'est d'ailleurs un principe que je n'ai pas mentionné, mais si une hypothèse est fausse, on peut tout montrer. Sauf que ici, on ne va pas... comment dire? Non, plus exactement, je vous ai dit, regarder la conclusion permet de développer une intuition sur laquelle de ces deux preuves sont invalides. Mais peut-être que cette preuve-là est valide parce que justement, elle a une hypothèse fausse, et peut-être que cette preuve-là est invalide, mais elle montre quand même quelque chose de vrai. C'est juste que ça pourrait être montré par une autre preuve valide. C'est peut-être le cas. On ne peut pas savoir si la preuve est valide ou pas juste en regardant la conclusion. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à avoir des preuves en premier lieu. On pourrait juste regarder les propositions et savoir automatiquement si elles sont vraies ou pas. Mais ici, effectivement, je n'ai mis d'hypothèse invalide nulle part. D'ailleurs, cette preuve-là n'a aucune hypothèse active. Et celle-là a une hypothèse active qui dit que n égale 5. Et vous vous en doutez, le problème se cache ici. Parce qu'ici, j'en déduis que si n égale 5, alors n est égal à 2 plus 3. Là, il n'y a pas de problème. Et j'en ai déduit, ici, j'ai montré que n est égal à 2 plus 3. Et je dis, on peut en déduire que pour tout n, n est égal à 2 plus 3. Et c'est là qu'on a un problème dans cette conclusion. C'est parce que ici, on a une hypothèse sur n qui est vraie. C'est-à-dire qu'on a montré ça, mais on ne l'a pas montré indépendamment du n. On a une hypothèse active sur n qui fait que l'on ne peut pas faire cette déduction. Alors que de l'autre côté, cette hypothèse active, on l'a désactivée en la faisant passer dans l'implication. Et ici, on a donc une proposition qui parle de n, et on n'a aucune hypothèse active qui utilise n, et donc on peut en déduire que c'est vrai pour tout n. Donc la preuve là-bas est fausse parce qu'elle n'a pas respecté la condition que n ne devait apparaître dans aucune des hypothèses avant d'introduire le pour tout, alors que l'autre a respecté toutes les conditions qu'on imposait aux règles. Et j'ai mentionné au début, quand on a introduit notre preuve, une autre façon de montrer que quelque chose est vrai pour tout entier, c'est l'induction, ou la récurrence pour ceux qui connaissent le schéma de preuve, du moins cette preuve sous ce terme-là. Donc la règle est exactement comme je l'ai dit. Si on a une proposition A dans laquelle on a un entier n qui apparaît, du moins la variable n qui apparaît, si on a montré que A est vrai quand n est égal à 0, et si on a montré que pour tout n, si A est vrai au rang n, alors A est vrai en remplaçant n par n plus 1, on a montré que pour tout n, A est vrai. C'est finalement juste réécrit avec j'ai juste réécrit avec le nouveau formalisme ce que je vous ai expliqué avec l'escalier au début de la présentation. Et finalement, la dernière construction pour laquelle on a besoin de donner des règles, c'est la quantification existentielle, où l'introduction est simple. Si on a une proposition A dont on a montré qu'elle était vraie pour un certain entier, alors on sait qu'il existe un entier tel que A est vrai. De manière très intuitive, on pourrait penser que l'on perd de l'information, puisque ici, on a la preuve que A est vrai pour un entier que l'on connaît, alors que là, on dit juste qu'il existe un entier tel que A est vrai. Et la règle d'élimination qui dit que si on a montré qu'il existait un entier n tel que A était vrai, alors on a A qui est, on peut en déduire A
pour un certain entier n. Ici, le n est noté entre crochets pour indiquer que ce n'est pas une variable générique, mais bien juste une notation pour indiquer une valeur fixée précise. C'est ça qui nous empêche de déduire qui rend cette preuve-là invalide, qui dit que si on a un entier n tel que n égale 5, ça a priori c'est une hypothèse valide, puisque 5 est égal à 5, on en déduit du coup qu'on a un certain entier qui est égal à 5, qu'on note entre crochets, et là on a une preuve qui dépend de n qui dit que n égale à 5, et ici le n dans cette hypothèse-là, c'est là où la notion de variable liée libre liée que je mentionnais apparaît. Ce n-là, on pourrait le renommer en m. Dire qu'il existe n tel que quelque chose est vrai, c'est pareil de dire qu'il existe m tel que quelque chose, où on a remplacé les n par m, est vrai. Du coup, ici, on pourrait totalement le remplacer par m. Sauf que du coup, n n'apparaît pas mentalement dans cette proposition-là. Et ici, on a une proposition qui dépend de n, avec dans l'hypothèse n qui n'apparaît pas. Du coup, on pourrait en déduire que pour tout n, n égale 5. Mais c'est ici, justement, n n'apparaît pas tout seul, il apparaît entre crochets pour indiquer que justement, ce n'est pas une variable générique, et il sert à interdire ce genre de preuve-là qui serait évidemment fausse, puisqu'on aurait montré que pour tout n, n est égal à 5. Bien, maintenant, on a donné les règles de preuve pour chacune de pour toutes nos propositions. Avec ça, on peut faire des preuves pour toutes les propositions que l'on peut écrire. Eh bien, allons-y. On avait notre proposition initiale qui était qu'on avait montrée par induction. Donc, pour la montrer par induction, on avait créé une proposition qui dépendait de n, qui disait que pour tout entier naturel m qui est plus petit que n, on peut trouver un cas tel que n est égal à m plus k. Donc cette proposition-là, on va la réécrire avec le nouveau formalisme. Du coup, on introduit une proposition A qui dit que pour tout m, si m est plus petit que n, alors il existe k tel que n est égal à m plus k. C'est exactement la même chose écrite dans le nouveau formalisme. Et on va vouloir impliquer notre règle de déduction du principe d'induction. Du coup, pour ça, il faut qu'on montre que A où on remplace n qui est égal à 0 est vrai, et que pour tout n, si A, alors A où on remplace n par n plus 1, qui est cet énoncé-là, est vrai. Donc dans le premier cas, ça donne la proposition pour tout m, si m est plus petit que 0, alors il existe k tel que 0 est égal à m plus k. Montrons-le. Ici, on a l'arbre de preuve, qui est assez simple. Tout d'abord, on peut déduire que 0 est égal à 0 plus 0, c'est quelque chose d'assez évident. Ce 0 plus 0, ce 0 égale 0 plus 0, on le pense comme 0 égale x plus 0, on a remplacé x par 0. Or, comme on travaille avec l'hypothèse que m est plus petit que 0, on peut en déduire que m est égal à 0. Du coup, ici, on a un énoncé où x est remplacé par 0. Ici, on a quelque chose qui nous dit que 0 est égal à m. Donc, on a montré ce même énoncé où on a remplacé ce quelque chose par m. Ensuite, on utilise... la flèche est mal placée. Elle devrait être... du moins, le cercle est mal placé. L'ellipse devrait être au-dessus. Mais on utilise l'introduction de l'implication pour dire que pour désactiver cette hypothèse et la faire rentrer comme une implication. Et enfin, comme on n'a aucune hypothèse active et une proposition qui dépend de m, cette proposition est vraie pour tout m, et donc on a conclu notre cas pour n égale 0. Le cas de récurrence, celui qui nous permet de monter une marche, est beaucoup plus compliqué. Bon, beaucoup plus compliqué. C'est le formalisme qui donne l'impression que c'est compliqué. La preuve en elle-même est intuitivement assez simple. Donc, on va suivre exactement la même méthodologie que ce qu'on avait fait dans le cas qu'on avait fait en langage naturel tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a comme hypothèse que m est plus petit que n plus 1. Du coup, on va traiter deux cas, soit le cas m est plus petit que n, soit le cas m est égal à n plus 1. Pour le cas m est plus petit que n, j'ai mis l'arbre de preuve dans la slide suivante, puisqu'il était trop gros pour entrer sur celle-là. Et dans l'autre cas, on veut montrer quelque chose qui commence par si m est égal à n plus 1. Du coup, on prend m est égal à n plus 1 comme hypothèse. On sait que n plus 1 est égal à n plus 1 plus 0. Ça, on le pense comme n plus 1 est égal à x plus 0, où on remplace x par n plus 1. Comme on a aussi comme hypothèse que n plus 1 est égal à m, on en déduit que n plus 1 est égal à m plus 0. Comme n plus 1 est égal à m plus 0,
Ça, ça nous permet d'introduire il existe un entier K tel que n plus 1 égale m plus k, parce que ici, c'est avec la valeur spécifique de 0 pour k. Et on peut refaire l'introduction de l'implication telle qu'on l'a déjà fait un certain nombre de fois maintenant. Et ensuite, c'est une fois qu'on a obtenu notre il existe K tel que n plus 1 est égal à n plus k, il y a finalement rien de fondamentalement intéressant à faire, c'est juste toutes nos hypothèses qu'on avait mis en haut de notre arbre, on les refait passer sous la forme d'implication pour avoir un énoncé exactement de la forme qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on refait passer cette hypothèse-là comme une implication par c'est ce qu'on veut. Ici, on a un énoncé qui dépend de M avec M qui n'apparaît dans aucune hypothèse active. Du coup, on peut en déduire que pour tout M, c'est vrai. On refait passer la dernière hypothèse dans l'implication. On a un énoncé qui dépend de N avec aucune hypothèse active, donc on peut requantifier et on obtient un énoncé qui est exactement de la forme de ce qu'on voulait. Du coup, ici, c'est retransformer l'énoncé qu'on a montré pour lui donner la bonne forme, mais il n'y a aucun argument intuitivement intéressant dedans. Et pour le cas que je n'ai pas montré dans cette slide avec les 3 petits points, voilà l'arbre de preuve dans ce cas-là, qui fonctionne de la même façon. On a l'hypothèse de récurrence comme hypothèse, où du coup on a la proposition qui est vraie pour tout M, on en déduit qu'elle est vraie pour le M avec lequel on travaille. On a aussi comme hypothèse que M est plus petit que N. Du coup, on en déduit que en appliquant l'hypothèse qu'il existe un cas tel que n égale m plus k, donc on en déduit que n est égal à m plus k pour ce cas spécifique qui nous a été montré par la proposition. De l'autre côté, on peut montrer que n plus 1 est égal à n plus 1 sans hypothèse. N plus 1, on le pense comme n plus 1 égale x plus 1, où on a remplacé x par n. N, c'est un des termes de notre égalité ici, donc on peut le remplacer dans la conclusion. Après, on a montré que n plus 1 est égal à m plus le cas spécifique qu'on a obtenu plus 1. Donc on en déduit qu'il existe un cas tel que n plus 1 égale m plus k, où le cas ici, c'est le cas spécifique qu'on avait avant plus 1. Et enfin, on refait passer les hypothèses qu'on avait prises sous forme d'implication pour avoir quelque chose de la forme de ce qu'on veut. Vous n'avez pas besoin d'avoir compris en détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça marche et c'est moche. Et c'est fastidieux. Pour quelque chose qui était très simple et très intuitif à faire à la main. C'est une des raisons pour laquelle on fait des assistants de preuve et qu'aucun mathématicien sensé ne fait ça directement et faisant leurs preuves dans un langage naturel. Cependant, ça a une propriété intéressante. Pour vérifier que la preuve est valide, il suffit de vérifier que chaque déduction est valide. Chaque étape, chaque raisonnement est valide. Et ça, c'est quelque chose qu'un ordinateur sait très bien faire. Même si pour un humain, il regarde cet arbre moche et il a juste envie de dire non, je n'ai pas envie de lire ça, l'ordinateur, ça ne lui pose pas de problème. Il est capable de gérer des arbres beaucoup, beaucoup plus gros que ça sans aucun problème. Cependant, pour un humain, écrire ces arbres-là, c'est pénible. Et c'est pour ça que les assistants de preuve, en plus de l'outil qui permet d'écrire des preuves sous ce forme-là, ils ont tout un tas d'outils qui permettent à l'humain d'écrire les preuves dans des formats beaucoup plus sympathiques et qui font la conversion ou qui essaient de manière automatique de trouver ce qui manque pour donner la preuve sous la forme d'un arbre qu'il peut lui-même vérifier. Un exemple d'un tel assistant de preuve, c'est l'assistant de preuve Isabelle qui fonctionne exactement comme ça pour une logique plus puissante. La logique que je viens de vous montrer est limitée, mais peut être étendue en une logique qui exprime toutes les mathématiques. La logique donc, que je vous ai présentée, c'est une version affaiblie du calcul des prédicats du premier ordre. C'est un nom compliqué qui... L'intuition qu'il y a à retenir, c'est si on a un nom aussi compliqué avec autant de rallonges, alors qu'en tant qu'informaticien, on est généralement assez flemmard, c'est pour indiquer qu'il y a beaucoup de logiques différentes et que du coup, il a fallu inventer des noms compliqués pour les distinguer les unes des autres. Cependant, on pourrait se dire, c'est bon, on a terminé, je vous ai décrit tout ce qu'il faut pour vérifier une preuve, mais il y a une intuition supplémentaire que j'aimerais vous donner, qui n'est pas strictement nécessaire pour faire un assistant de preuve, Isabelle fonctionne très bien sans, mais Coq se base sur quelque chose d'un peu plus compliqué que juste faire des arbres de preuve à la main, parce qu'il se base sur une intuition liée au fait que la logique que je vous ai montrée, elle est constructiviste. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est constructiviste? Ça veut dire que
il y a un témoin qui est passé. Vous savez, quand j'ai introduit la quantification existentielle, j'ai dit d'une certaine façon, il y a de l'information qui se perd. On avait la preuve pour un entier spécifique qu'on connaissait, et on en déduit qu'il existe un entier tel que la proposition est vraie. Mais ça donne l'impression qu'on a effacé cet entier, qu'on a perdu l'information. Et ce n'est pas le cas. La logique, le fait que ce soit une logique constructiviste veut dire que pour toute preuve, on peut en déduire un programme qui nous calculera le cas pour le « il existe », qui nous permettra de le retrouver à partir de la preuve. Et c'est cette intuition que je veux vous donner, et c'est ça qui fait que c'est un exposé d'informatique et pas juste de maths. C'est le fait que les preuves, finalement, dissimulent des programmes qui permettent de calculer les objets dont elles montrent l'existence. Donc là, je ne vais pas le faire de manière trop formelle, je vais surtout essayer de vous donner l'intuition. L'idée, c'est que en suivant les règles de notre logique, on va essayer de créer un langage qui sert à décrire les calculs. Par exemple, si on regarde l'implication, si on a A flèche B et A, on veut en déduire B, ça ressemble beaucoup à l'application d'une fonction telle qu'on pourrait le faire en maths. C'est-à-dire, si on a une fonction de A vers B et un petit x dans A, eh bien on peut en déduire un objet qui est dans B. Et c'est pour ça qu'on a envie de dire, finalement, le programme qui calcule quelque chose de type A implique B, c'est une fonction qui attend des objets dans A et donne des objets dans B. Et donc, si V est une preuve qui montre A, U de V est une preuve qui montre B. Donc, on a besoin d'un langage qui nous permet de parler de fonctions. Et la façon réciproque, c'est que quand on introduit le A implique B, ça veut dire qu'on aurait un objet X, si on a un objet X qui représente A, et ici une preuve de B qui peut utiliser X à l'intérieur, la fonction qui a X associe U serait une preuve de A implique B, et que du coup on pourrait réutiliser dans ce cas-là. Ça veut dire que notre langage a besoin d'avoir des fonctions, et alors là les notations sont assez moches quand on veut le faire bien, mais dans la quantification existentielle, finalement il existe n tel que A, c'est une paire d'une preuve du A avec le E spécifique et le E. Ça sous-entend que quand on le fait, on ne perd pas l'information sur l'entier, elle est juste stockée dans le programme qui le calcule. Et du coup, elle est stockée sous la forme d'une paire, à savoir de l'entier et de la preuve que cet entier vérifie bien la proposition. Et donc, si on a un objet qui du type « il existe », intuitivement, c'est une paire dont le deuxième élément est une preuve de la proposition 1, où on a remplacé n par le premier élément de la paire. Vous n'avez... je ne vais pas le faire pour toutes les règles, ça prendrait beaucoup de temps, ce n'est pas spécialement intéressant. Mais on a cette idée qu'en suivant nos règles, comme ça, on peut essayer de trouver quel genre de construction on a besoin dans notre langage. Mais là, vous pourrez me dire, bon, on obtient un autre langage comme ça qui sert à dénoter des preuves d'une façon différente. On sent qu'il y a une intuition sous la forme de fonctions. C'est bien joli, mais pourquoi est-ce que j'ai dit que ça donnait des programmes? Et pour répondre à cette question, il faut se poser la question, un programme, c'est quoi? La définition naïve la plus simple, c'est, on dit, un programme, c'est quelque chose qui prend des données en entrée, fait des trucs avec et renvoie d'autres données en sortie. Maintenant, on peut se poser la question, mais du coup, est-ce que c'est pas c'est pas aussi la définition qu'on nous a donnée pour les fonctions en maths? Quand on vous a introduit, votre prof de maths a dû vous dire que certes, on pouvait définir les fonctions avec des expressions et autres, mais que de manière la plus générale, une fonction, c'est quelque chose qui prend quelque chose en entrée et renvoie quelque chose d'autre en sortie. Du coup, ça donne un peu l'impression que programme, fonction, finalement, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas le cas. Dans les formalismes actuels, on demande au programme qu'il puisse être calculable. Calculable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prendre une machine auquel on va donner les données en entrée, et elle va effectivement nous donner les données en sortie. On peut définir en mathématiques des fonctions où il est impossible de faire ça. Ce n'est peut-être pas quelque chose sur laquelle vous avez beaucoup d'intuition, parce que ce n'est la plupart des fonctions avec lesquelles... oui? Est-ce que tu auras un exemple ou pas? De fonctions non calculables? Non, parce que ça demanderait d'entrer un peu dans les détails sur la calculabilité. Mais je peux en donner un à l'oral, mais la raison pour laquelle c'est pas calculable... L'exemple classique, c'est un programme qui prend un programme en entrée, nous renvoie vrai si le programme termine et faux s'il ne termine pas. Je ne vais pas entrer dans les détails de pourquoi ce n'est pas calculable, ça impliquerait de définir plus en détail exactement ce que ça veut dire calculable, mais c'est l'exemple typique qui est sorti, c'est connu sous le nom de problème de l'arrêt.
C'est l'exemple classique de fonction en maths. On peut envisager une fonction en maths, vu que la propriété termine ou termine pas, c'est une propriété. On peut définir la fonction qui est un programme entier, renvoie 0 s'il termine et 1 s'il termine pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut définir en maths, mais on n'a pas de moyen de le coder dans une machine et d'avoir un programme qui le calcule effectivement. Et donc, pour définir mieux cette notion de qu'est-ce qui peut être calculé, qu'est-ce qui ne peut pas, il y a plein de formalismes qui ont été introduits. Le plus classique, c'est celui des machines de Turing, où Turing, qui était à l'époque, c'était un mathématicien, mais aujourd'hui, c'est plus rattaché à l'informatique, cette théorie, qui a inventé une machine abstraite. Il a donné une description d'une machine qui suit des procédures et il a dit est calculable ce que les machines que je viens de décrire peuvent calculer. Aujourd'hui, ça correspond à ce qu'on peut calculer effectivement sur des ordis. Et ça correspond, et c'est aussi équivalent à d'autres définitions. Il y a une définition plus mathématique qui est celle des fonctions récursives, qui est l'idée, on va prendre nos fonctions en maths, on va imposer des contraintes sur la façon dont on peut les définir, et on va dire ce qu'on peut définir avec ces contraintes, les fonctions qu'on peut définir avec ces contraintes, elles correspondent au programme. Et effectivement, on a montré que c'était équivalent aux machines de Turing, à savoir que l'on peut obtenir une machine de Turing. Si on a une fonction récursive qui calcule quelque chose, on peut obtenir une machine de Turing qui calcule la même chose, et vice-versa. Et ici, un autre formalisme qui est dans l'idée plus proche des fonctions récursives est celui du lambda calcul. Et si on fait les choses en détail, du coup, ça c'est un formalisme qui avait été introduit, pas initialement pour décrire la calculabilité, mais qui s'est avéré équivalent à la calculabilité qui aujourd'hui utilisée, qui est aujourd'hui l'inspiration d'un certain nombre de langages de programmation concrets d'ailleurs. Eh bien, ce lambda calcul-là, c'est exactement ce qu'on obtient si l'on continue à faire ce que j'ai fait à la slide précédente où l'on ajoute des constructions pour que ça marche. On obtient quelque chose qui est exactement le lambda calcul. C'est-à-dire que les fonctions que je décrivais précédemment, qu'on obtient en les construisant, en regardant nos règles pour essayer de donner des termes qui représentent des preuves, eh bien, ça peut s'écrire sous la forme de termes du lambda calcul, c'est-à-dire que ça nous donne des programmes. C'est... pour montrer un peu l'intérêt, si on reprend l'énoncé, on suppose qu'on a un programme U qui représente une preuve de pour tout n, pour tout m, si m est plus petit que n, alors il existe k tel que, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que le implique, c'est une fonction. Il s'avère que le pour tout, si on le fait aussi, ça donne aussi une fonction. C'est-à-dire qu'en fait, ce U, c'est un programme. Si on lui donne n en entrée, si on lui donne m en entrée, et si on lui donne une preuve que m est plus petit que n, alors il va être capable de nous calculer un cas précis qui est la soustraction. C'est-à-dire que notre preuve, en faisant cette conversion-là, non seulement nous donne que effectivement la soustraction existe, mais nous donne un programme qui calcule la soustraction. C'est quelque chose qui a un très grand intérêt théorique, mais en pratique, ce n'est pas une façon efficace de calculer la soustraction, et aucun langage de programmation ne calcule la soustraction de cette façon-là. Mais d'un point de vue théorique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a un lien intuitif entre les preuves et les programmes. Et effectivement, on peut faire cette démarche dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on a un programme, on peut créer une logique de façon à ce que tous les programmes, si on a un langage de programmation plutôt, on peut créer une logique de façon à ce que les programmes dans ce langage de programmation soient les preuves des énoncés de cette logique. Pour ceux d'entre vous ici qui ont fait un peu de programmation, c'est les types du langage de programmation. C'est-à-dire que les types d'un langage de programmation en soi forment une logique pour lesquelles les programmes sont les preuves. Et ça nous amène à l'isomorphisme de Curie-Howard, qui est un nom compliqué pour dire qu'il y a des liens très forts entre les propositions et les types et les preuves et les programmes. Ou si vous ne savez pas exactement ce qu'est un type parce que vous n'avez pas programmé, ignorez simplement le premier item. Ce qui nous revient à dire que finalement, une preuve mathématique, c'est un programme et vice-versa. Et c'est quelque chose qui a été prouvé pour de nombreuses logiques. Du coup, en conclusion, une preuve peut être écrite en forme de programme. Il y a des équivalences semblables pour d'autres logiques et langages de programmation. Et les premiers à avoir fait ce rapprochement sont Curie et Howard, et c'est quelque chose qui a été extrêmement utilisé par la suite. Du coup, les utilisations, c'est les vérifications de preuves. Alors, ce dernier lien, l'isomorphisme de Curie-Howard, n'est pas très important pour la vérification de preuves. Bon,
Et en pratique très utilisé pour la vérification de preuves, mais comme on l'a vu, on peut aussi faire sans en définissant juste les arbres de preuves. Mais par contre, ça nous a donné, du point de vue de la théorie, des liens entre la logique et la programmation, ce qui a permis de prendre des énoncés, du moins des théorèmes qu'on savait vrais pour des programmes qui avaient été développés dans le contexte de la programmation, et de les transposer en termes de théorèmes sur des logiques mathématiques, et de faire l'inverse, ce qui s'est avéré assez intéressant parce que souvent on n'aborde pas la logique et la programmation dans le même état d'esprit de la même façon, et c'était globalement pas les mêmes gens qui travaillaient sur les différents problèmes. Et grâce à ce lien-là, on a pu mettre... du moins transposer les résultats d'un côté en résultats de l'autre et vice-versa. La logique que je vous ai présentée, comme je vous ai dit, a donc aussi une alternative en termes de type de langage de programmation. Et si on l'étend beaucoup, on arrive au calcul des constructions, qui est ce qui est utilisé dans Coq pour vérifier les preuves de programme. Et finalement, ce qui n'est à ma connaissance pas utilisé en philosophie mais pourrait l'être, ça nous dit qu'en soi, un raisonnement c'est un calcul. S'il y a certains d'entre vous qui veulent tirer des conclusions quelconques de ce genre de fait, je pense que cela peut être intéressant. Merci. Juste, quelles conclusions j'ai du mal à voir quelles conclusions tu pourrais tirer de ça. Je ne suis pas philosophe, du coup je n'ai pas de bonne réponse à donner. Comme j'ai dit, j'ai essayé de me renseigner un peu, mais je ne crois pas que ça a été excessivement utilisé. Mais l'idée de la logique comme calcul veut dire que la logique, la notion de vérité en soi, de ce qui peut se déduire d'un raisonnement, finalement, plus exactement, c'est l'idée qu'une preuve est un programme, c'est-à-dire qu'un raisonnement qui nous permet de déduire quelque chose, ça peut s'interpréter comme étant un programme qui calcule quelque chose. Et la différence, c'est que la notion de raisonnement est quelque chose d'assez abstrait, genre notre cerveau raisonne, ou plus exactement on raisonne en tant qu'individu, alors que la notion de calcul est quelque chose de mécanique, de physique. Et je pense qu'il y a des liens intéressants à étudier de ce côté-là. Oui. Alors, il y a plusieurs logiques parce que toutes les logiques ne permettent pas d'exprimer les mêmes propositions. Toutes les logiques c'est-à-dire qu'il y a des propositions qui ne sont pas exprimables dans certaines logiques et des propositions qui sont exprimables dans d'autres logiques. Et il y a aussi le fait qu'il y a des logiques qui sont plus ou moins adaptées pour travailler avec différents types de propositions. C'est-à-dire que la façon dont on écrit nos propositions va rendre plus ou moins facile le fait d'énoncer certaines propriétés sur les objets avec lesquels on travaille. Et une des raisons principales pour lesquelles les logiques se sont multipliées, c'est que, en fonction des cas d'usage, les mathématiciens avaient envie de différents formalismes pour écrire les mathématiques. Et maintenant qu'en plus on veut s'en servir comme type dans des langages de programmation, il y a aussi le fait que le choix d'un système de typage dans un langage de programmation est quelque chose qui influence la façon dont il est utilisé. Et comme d'un système de typage on peut en déduire une logique, ça nous a aussi donné tout un tas de logiques qui sont a priori pas construites pour les mathématiques et qui d'ailleurs sont généralement assez mauvaises quand on les utilise pour les mathématiques, mais qui sont très bonnes pour étudier d'autres types d'énoncés. Mais globalement, c'est ça. C'est une logique spécifique, peut être très bonne pour, du moins, peut rendre cette, même si elle permet d'exprimer les mêmes propositions qu'une autre logique, on peut trouver une équivalence. Ça peut être plus facile de travailler avec certains types d'énoncés dans certaines logiques et plus difficile dans d'autres. Et ce qui explique en partie la raison pour laquelle il y a plusieurs logiques. Oui, ok. Ce qui paraît bizarre, c'est que du coup, en gros, en fonction du résultat que tu as envie de montrer, tu choisis la logique qui t'arrange le plus, quoi. C'est ça. Sauf qu'il y a plusieurs choses. Soit les mathématiques actuelles sont formalisées dans une seule logique. Bon, il y a tout un tas de logiques qui sont utilisées, mais qui peuvent être exprimées dans la logique initiale. Et pour que ce soit vrai, du moins pour les résultats mathématiques, par défaut, quand ils sont énoncés, on considère qu'ils sont énoncés dans cette logique. Mais effectivement, un raisonnement et une proposition n'ont deux sens et ne peuvent être vrais qu'à l'intérieur d'une logique. C'est-à-dire qu'un résultat peut très bien être vrai dans une logique et faux dans une autre. Et l'idée, c'est justement si on travaille uniquement en mathématiques abstraites, ce n'est pas en soi un problème fondamental. Si par contre on veut appliquer
nos résultats à des cas concrets. On a envie de savoir si c'est vrai ou pas dans la réalité. Et c'est là où il faut choisir notre logique de façon à ce que ces règles de déduction et la façon dont elles fonctionnent reflètent le plus possible ce que l'on pense qui est vrai, pour que l'on puisse espérer que les conclusions qu'on en tire soient vraies aussi. Des mathématiciens ont développé des logiques en partant de l'hypothèse que tout droit de parallèle avait exactement 2 points d'intersection. Ça paraît stupide dit comme ça, ils en ont tiré tout un tas de conclusions très intéressantes, il s'est avéré qu'il y avait des cas où c'était utile, mais les trucs qui sont vrais dans ce cas-là ne sont pas les mêmes que ceux où on fait de la géométrie usuellement, où on suppose que les droites parallèles ne s'intersectent jamais. Il y a des résultats qui sont vrais dans l'une et fausses dans l'autre, et vice-versa. D'accord. Et du coup, juste dans Coq ou dans Isabelle que tu as montré, il y a moyen de. Enfin, moi, est-ce que je peux définir ma propre logique dans ces langages-là? Dans le cas d'Isabelle, oui. Dans le cas de Coq, tu peux exprimer ta logique à l'intérieur de la logique de Coq, avec, je suppose, des restrictions en fonction du type de logique. Ce sera plus ou moins facile et plus ou moins pratique en fonction des outils qu'il te propose. Mais oui, si ta logique peut être exprimée dans le calcul des constructions, tu peux l'exprimer à l'intérieur de Coq.